Merci également Merci à beaucoup. French District pour l'organisation du webinaire. Alors oui, comme Roman l'a mentionné hein, aujourd'hui, donc nous allons avoir une table ronde et analyse post-mortem des élections américaines, de leur influence sur la fiscalité, les marchés financiers, spécialement. Donc on va regarder l'impact des résultats électoraux sur la politique fiscale, les répercussions des politiques économiques sur les marchés financiers, et puis on regardera les prévisions, ajustements stratégiques pour les investisseurs. Alors, pour commencer avec les introductions, c'est le président du cabinet USA France, avec moi comme animateur, Adrien Hérault, en charge du développement commercial. Alors, à USA France, hein, nous sommes le cabinet de gestion de patrimoine pour les Français aux États-Unis. Donc, on gère toutes les problématiques de retraite internationale, d'optimisation fiscale, de succession, d'investissement et de prévoyance. Et avec nous sur ce Zoom, donc deux présentateurs, Olivier Sureau et Sébastien Gau. Alors pour les présentations, Sébastien est directeur de BNY Wealth, BNY Mellon étant la plus ancienne et la plus réputée des banques américaines, des banques aux États-Unis, avec lesquelles on a certains accords particuliers. Sébastien qui a 25 ans d'expérience dans le métier, qui est titulaire d'un MBA et d'un CFA. Sébastien également qui travaille de manière très proche avec une clientèle hein, haut de gamme et surtout des entrepreneurs. Sébastien, est-ce que tu as des commentaires supplémentaires par rapport à ton parcours? Non, non, gestion de patrimoine, patrimoniale, aide aux entrepreneurs aussi dans des levées de fonds et juste optimisation pour des événements de liquidité. Voilà. Parfait, bah, bonjour à tous. Comme l'a dit Cédric, moi je suis Adrien Hérault du cabinet USA France Financial. Et moi aujourd'hui, je vais vous présenter Olivier Sureau, hein, Olivier qui est CPA, expert comptable français, qui est spécialisé hein, dans l'accompagnement des Français franco-américains dans toutes leurs problématiques fiscales, et cela depuis plus de 20 ans, hein, parce que Olivier est un des membres fondateurs du cabinet de Jade Fiducial. Et aujourd'hui, hein, il va pouvoir répondre à toutes les questions euh, fiscales sur cette nouvelle élection. Très bien, super. Eh bien, Olivier, d'autres entrons. Olivier, d'autres d'autres choses points de que tu ton voudrais côté? rajouter? C'est parfait. C'est parfait. Très bien. Eh bien, messieurs, rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Alors, qui pensez-vous qui va gagner les élections? Non, pardon, ça c'est déjà passé. Faisons une petite récap des résultats des élections. Alors, Sébastien, Olivier, qui veut prendre la main? Vas-y, c'est Rapidement, Trump a nettement remporté l'élection du 5 novembre d'une manière impressionnante, je crois avec 312 grands électeurs contre 226 pour Kamala Harris, donc au-dessus des prédictions de tout le monde. Les républicains ont aussi remporté la majorité du Sénat. Et récemment, il y a à peine une semaine, le Parti républicain obtient aussi la majorité absolue à la Chambre des représentants, assurant à Donald Trump le soutien du Congrès. Donc, une véritable vague rouge. Très bien. Alors, si vous pouviez effectuer un petit récap hein, du système électoral américain, de la question de pouvoir contre pouvoir, et également, y a-t-il toujours des limites euh, de l'impact quant au champ d'action du président Trump, étant donné la composition du Congrès américain? donc, il faut savoir hein, que il y a trois éléments de pouvoir, je dirais quatre aux États-Unis, hein. Le premier, c'est bien évidemment le président qui est le président élu, hein, qui est aujourd'hui le président Trump, qui a un certain nombre de prérogatives. C'est-à-dire que le président, sur certains sujets, peut émettre ce qu'on appelle des executive orders, hein, des décrets présidentiels, je dirais comme cela. En revanche, sur certains sujets, comme par exemple le budget ou la fiscalité, c'est pas du ressort. Et comme on voit en ce moment, hein, c'est pour ça qu'on parle souvent des phénomènes de shutdown du budget, il faut absolument l'approbation du Congrès. Donc le Congrès, lui, est constitué de deux éléments. La Chambre des représentants, comme l'a évoqué Sébastien, qui elle, est renouvelée tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, en fait, hein, cette Chambre des représentants est renouvelée de façon permanente, hein. C'est pour ça qu'on a souvent des élections et finalement, on a souvent des, entre guillemets, cohabitations à mi-mandat
au niveau des élections présidentielles. Donc là, le prochain renouvellement de ces chambres de représentants aura lieu dans 2 ans. Et on a également le Sénat qui, lui, est renouvelé par tiers également tous les 2 ans. Donc là, on vient juste de renouveler un tiers du Sénat et dans 2 ans, on renouvellera encore un autre tiers du Sénat. Et donc eux ont les prérogatives pour un certain nombre de lois, mais notamment la grosse prérogative du Congrès aux États-Unis, qui est une prérogative qui est très, très importante, c'est bien évidemment l'approbation du budget, avec notamment les problématiques d'extension du déficit, qui est un gros sujet en ce moment en cours, puisque bien évidemment, il faut le renouveler avant le 31 décembre, et donc ça fait partie des débats. Et enfin, le dernier contre-pouvoir, qui est le pouvoir entre guillemets absolu, c'est la Cour suprême, qui elle-même, dont les juges en fait sont nommés en règle générale à vie et sont nommés de façon permanente par le président. Donc aujourd'hui, cette Cour suprême est également détenue à majorité par le Parti républicain. Donc on a vraiment, à l'heure actuelle, je dirais un full power de l'administration Trump pour le moment. Oui, oui, les républicains ont officiellement pris, comme j'ai dit, le contrôle du Congrès. Donc, dans le jargon politique, ils ont un trifecta, une sorte de tiercé gagnant avec le contrôle de la présidence et des 2 chambres du Congrès. Donc, est-ce que c'est plein pouvoir? C'est la question. Bon, ça, c'est une question un peu compliqué. Par exemple, Trump et Biden ont tous les deux profité de ce tiercé pendant leurs 2 premières années à la Maison-Blanche, mais ils ont également compris qu'avoir un tel contrôle n'est pas garanti qu'un président peut obtenir ce qu'il veut. Par exemple, en 2017, le plan de Trump d'abrogation de l'Affordable Care Act a échoué, alors qu'un sénateur dans son propre parti, je crois que c'était John McCain, a refusé. Donc il y a effectivement des contre-pouvoirs. Et si je m'abuse, je crois que ils ont une majorité confortable au Sénat, mais ils n'ont pas les. Je crois qu'il y a les 60 sièges magiques qui permettent de surmonter les tentatives de l'opposition de retarder la législation. Donc je pense pas qu'ils ont Non. complètement le plein pouvoir. Et en plus, je crois que la semaine dernière, c'est John Tunes qui a été élu comme chef de la majorité contre Rick Scott, qui était vraiment le favori de Camp, de Trump, pardon, qui signifie que certains électeurs pourraient réaffirmer leur indépendance. Donc, oui, si ce tiercé est habilement géré, ça ouvre la voie à beaucoup de possibilités d'initiatives législatives majeures, mais il y a toujours des contre-pouvoirs dans le système. Très bien. Alors parlons un petit peu des premières nominations de cabinet du président élect. Est-ce que cela signifie en termes de la politique générale envisagée? Donc la plupart des gens qui ont été nommés pour le moment, alors, il y a certains postes stratégiques comme le Trésor notamment, on ne connaît pas encore la nomination de ces personnes, même si on a quelques suggestions. Bien évidemment, le président Trump a mis pour le moment au pouvoir, enfin a nommé en fait son cercle rapproché, qui sont des gens qui ont entre guillemets soutenu les différents plans dont on parlera après, que ce soit au niveau de la fiscalité, au niveau de l'immigration, mais également au niveau des tarifs. Donc, tous les postes stratégiques qui ont été mis en place pour le moment, que ce soit le Secretary of State, l'Attorney General, ce sont des postes assez stratégiques et qui vont être là pour soutenir, et le département du commerce également, qui sont des gens qui ont une vision assez soutenue de la vision du président Trump, bien évidemment. Donc, on devrait se diriger, on verra, on en reparlera après, vers un certain nombre de promulgations de lois, si, comme l'a dit Sébastien, à moins, sauf s'il y a des contre-pouvoirs, bien évidemment, à l'intérieur du propre parti républicain. Mais pour le moment, en tout cas, les postes clés qui ont été nommés, ce sont des proches de l'administration Trump, même si, par exemple, le sénateur Rubio n'était pas historiquement un proche du président Trump, mais il est devenu un peu plus proche ces derniers temps. Donc, on se dirige comme ça, quand même, vers des gens qui ont une vision entre guillemets trumpiste de son programme électoral. Après, il faut voir s'ils vont être nommés ou pas, attention, parce qu'il faut qu'ils soient bien évidemment approuvés, notamment par le Sénat. Et il y a des comités d'éthique qui sont en place aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les débats, et les problématiques et certaines affaires qui ressortent. Et est-ce que ça veut dire que ces gens vont vraiment être mis en place ou pas? C'est pas encore décidé, c'est pas encore gagné. Alors, quelques grands noms comme Elon Musk, bien sûr, l'homme le plus riche au monde pour l'efficacité gouvernementale. Donc, il s'est promis de réduction massive d'effectifs dans la bureaucratie fédérale.
en assurant que les fonctionnaires limogés seront soutenus par leur transition vers le secteur privé et bénéficieront de conditions de départ décentes. Donc, il a fait allusion à ce que le président argentin a fait avec des coupes énormes à la tronçonneuse. C'était sa politique de communication. Et donc, cette commission est chargée de cette réduction avec l'homme d'affaires républicain, comment il s'appelle, Vivek Ramaswamy. Et tous les deux, ils vont aussi s'occuper de la réduction des dépenses publiques et de la dérégulation. Donc, c'est une sacrée équipe. Ils ont déjà fait des grandes déclarations qui vont pas faire les choses en douceur. Donc, c'est assez, euh, assez fort en café pour dire. Euh, Ensuite, il y a des nominations surprenantes comme Peter Hegseth, qui est une star de Fox News, qui est nommé au Pentagone. Donc, bon, il y a eu beaucoup de critiques que c'est un peu le moins qualifié pour le poste de secrétaire parce que voilà, c'est un membre des forces de réserve qui est déployé en Irak et en Afghanistan et il est, je crois, depuis 10 ou 15 ans commentateur de la chaîne américaine très conservative Fox News. Donc, il y a des surprises comme ça ou comme Robert Kennedy qui est connu en tant qu'anti-vax pour le secteur de la santé. Donc, voilà, il va prendre contrôle des agences de santé et d'alimentation. Voilà, c'est le neveu de John F. Kennedy. Et il y a aussi des grandes annonces comme nettoyer la corruption des agences nationales, que le complexe agroalimentaire et les laboratoires pharmaceutiques font de la désinformation. Donc il y a vraiment des grands sujets dans ce secteur de la santé. Voilà, bon, il y a beaucoup de nominations dans le secteur pétrolier. Chris Wright, qui est le PDG d'une société, je crois, qui s'appelle Liberty Energy, Mm. donc qui est connu pour le fracking, donc la fracturation hydraulique, et veut mettre en place une politique énergétique que Trump résume en 3 mots, drill baby drill, ce qui résume à dire aller à fond les ballons dans le forage pétrolier, en fait. Et donc, il y a une vraie intention de dérégulation du secteur pétrolier avec même une augmentation des énergies nucléaires et des gros investissements dans l'infrastructure. Donc, je pense pas que Trump soit contre les énergies nouvelles. Il n'est pas idéologue, mais il est pragmatique. Donc, les subventions d'énergie nouvelle, oui, il est contre, mais en fait, je crois que ce que Trump veut réduire le coût énergétique des ménages et rendre les États-Unis un exportateur net d'énergie. Et je crois que ses buts, c'est un, d'améliorer la balance commerciale du pays, de deux, de réduire la dépendance énergétique aux pays ennemis, entre parenthèses, et subvenir à la forte demande d'énergie à venir provenant de la révolution technologique avec l'intelligence artificielle et des mineurs crypto et les data centers qui changent complètement la donne. On avait une demande, on va dire, à peu près plate, et maintenant on a une demande énorme et les estimations sont dingues. Donc voilà, il y a plein de nominations assez fortes comme ça. Je crois au niveau de l'éducation, c'est Linda McMahon qui est aussi, elle, était pas tellement d'expérience dans gouvernemental et elle était à la chaîne de World Wrestling Entertainment, donc le catch, je crois. Donc il y a plein de choses qui surprennent un petit peu comme ça et qui veulent vraiment changer le, le côté euh, très libéral que le département de l'éducation a navigué ces dernières années. Donc tout ça, c'est fort en café. Je ne sais pas si Olivier peut préciser Non, d'autres non, non, mais noms. tu as très bien résumé, hein, sachant que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Elon Musk et son autre colistier, entre guillemets, eux, n'auront pas un rôle gouvernemental, mais un rôle de conseiller. Donc, ils n'ont pas à passer devant le Sénat, notamment devant la commission de leur côté. Donc, pour eux, c'est acquis et ce sera un rôle, entre guillemets, temporaire. Donc, ils ont un rôle de conseiller sans avoir à être le pouvoir, entre guillemets, gouvernemental, comme tu l'as dit.
Et effectivement, Kennedy a un petit peu décrié, sa nomination a un petit peu décriée, puisqu'en fait, c'est un des premiers secrétaires d'État à la santé qui n'est pas en fait un médecin ou qui n'est pas issu du milieu de la santé. Donc ça aussi, ça fait un petit peu réagir certaines personnes, mais de façon générale, comme tu as dit, Sébastien, ça va dans la lignée du changement qui est souhaité en fait par le président Trump, président élu. Très bien, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres points concernant l'impact des politiques envisagées lors de la campagne sur l'économie américaine, mondiale, peut-être également regarder des sujets comme la politique migratoire envisagée par Trump? Alors, il y a plusieurs sujets qui sont relevés. Oui, au niveau de l'immigration, Trump a promis de commencer immédiatement à expulser légalement des immigrants, tenant sa promesse d'une application stricte des lois de l'immigration et de sécurité sur la frontière. Et là, on a déjà vu quelques démocrates qui assurent que de telles mesures violeraient les lois fédérales qui régissent l'utilisation de l'armée sur le sol américain. Ils font une référence à une loi du 19e siècle, je crois, qui accorde le président le pouvoir d'urgence d'utiliser des troupes sur les territoires nationaux pour établir l'ordre. Mais voilà, je pense que qu'il n'y a pas de menace à l'ordre public et donc il y a déjà le système de check and balance qui est mis en place. Donc oui, l'immigration, le plan fiscal, Olivier en parlera fortement. Puis ensuite, il y a les tarifs. Hein, et Trump a suggéré qu'il imposerait de lourds tarifs sur les produits importés afin d'encourager davantage la fabrication aux États-Unis, ce qui va signifier certainement des hausses de prix assez importantes et peut-être des emplois en usine ici aux États-Unis. Donc, ça, c'est un point un peu difficile. On en reparlera dans les marchés financiers, l'impact que ça a sur les marchés financiers. Énorme impact sur les obligations à long terme, qui sont remontées de pratiquement 80 points depuis l'élection. Voilà, donc les économistes sont ont un peu des soucis là-dessus parce que l'histoire a quand même démontré que la méthode des tarifs pour créer des emplois aux États-Unis était coûteuse. Je crois que la plupart des économistes estiment que jusqu'à 800 000 dollars de coût au gouvernement par emploi créé aux US. Donc, c'est ce qui s'est passé en 2017-2018. Donc, ça, c'est un point important. Maintenant, on pourra parler de l'impact sur l'économie. Peut-être que, Olivier, tu as peut-être Non, quelque chose que tu veux rajouter avant de parler de non, l'économie? enfin, ce qui pourrait avoir un impact aussi directement sur l'économie, c'est bien évidemment les conflits qu'on a aujourd'hui. C'était un des thèmes de campagne importants de Trump, en fait, c'est de se dire que sous sa présidence, il allait régler les conflits, les guerres existantes, qu'il souhaitait les arrêter. Alors, quel impact ça va avoir aussi sur l'économie américaine et mondiale, il faudra le voir également, sachant qu'aujourd'hui, ce qui est aussi dit, c'est que la guerre en Ukraine coûte de l'argent, certes, au gouvernement américain, au contribuable américain, même s'il a été estimé, je crois qu'il y a une étude qui est sortie cette semaine, que 70% de l'argent qui était envoyé en fait en Ukraine revenait en fait aux États-Unis, que finalement ça a bénéficié indirectement à l'économie américaine. Mais c'est un engagement de l'administration Trump en fait de régler les conflits assez rapidement. Donc forcément le plus gros conflit sera le conflit en Ukraine, en Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et puis bien évidemment au Moyen-Orient, de faire en sorte que ce conflit aussi ne s'enlise pas et ne débouche sur un conflit avec l'Iran. Donc ça aussi ça peut avoir un impact également sur l'économie. On ne sait pas encore si notamment le conflit avec l'Ukraine va être réglé assez vite ou pas. Ça sera la grosse interrogation, mais je dirais ça peut avoir un impact aussi de ce côté. Absolument. Comme dit Olivier, surtout sur l'armement et le marché du pétrole aussi. Et si on regarde les choses d'une manière un peu plus large, l'effet Trump est bien évidemment positif sur l'économie américaine au niveau de la croissance. Hein. Des régulations, donc ça c'est énorme, des réductions de taxes, des relocalisations industrielles pour balancer la délocalisation des entreprises manufacturières américaines. Donc tout ça c'est évidemment très très positif. Maintenant, là, il y a un point important, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est l'incertitude au niveau de l'inflation. Donc, on parle d'une politique de déficit budgétaire, donc en gros réduction
des taxes et continuation de son plan fiscal de 2017, hein, qui coûterait quand même 4000 milliards sur 10 ans. Donc ça a évidemment un impact sur l'inflation. Je parlais de l'augmentation des prix pour le consommateur avec des tarifs à la frontière que, bien évidemment, les coûts supplémentaires des entreprises seront passés aux consommateurs. Donc tout ça est important parce que au niveau, euh, au niveau économie, vraiment, les deux choses les plus importantes, c'est ce que je viens de nommer, c'est la croissance et l'inflation. Et ça a des énormes conséquences. Premièrement, je tiens à rappeler que l'inflation était à 12% aux États-Unis il y a encore 24 mois et qu'on vient de repasser sous la barre des 3%. Donc ça s'est pas passé depuis les crises pétrolières des années 80. Donc c'est quand même quelque chose qui fait peur un petit peu à plusieurs économistes et d'autres et d'autres capitaines d'industrie parce qu'on ne veut pas re-rentrer c'est très difficile de faire descendre l'inflation. I'm sorry. Where did you find the bagels? They're out there to the left. All the way through the tunnel. Thank you. Voilà, on a trouvé un bagel. Donc, donc il y a, c'est très dangereux que donc on vient de passer sous la barre des 3% d'inflation. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que la politique de la Fed est devenue très, très baissière. Et là, si ça remonte à 4 ou 5, la politique de la Fed changera et arrêtera de baisser le taux d'intérêt comme prévu et devra pivoter d'une politique, je dirais, d'expansion à une politique restrictive en remontant les taux tels qu'elle l'a fait en 2002, ce qui était très très dur pour l'économie. Donc ça, on navigue dans des eaux difficiles. En plus, les consommateurs dépenseront moins. Et je rappelle que le consommateur américain représente 70% de l'économie. Donc il n'y a pas d'intérêt pour l'économie américaine que l'inflation remonte. Et pour les marchés financiers, c'est une question très très importante parce que le Trump trade qui fonctionne bien, on en parlera tout à l'heure, quelles sont les industries qui bénéficient de l'élection de Trump, mais un petit peu cet engouement qu'il y a eu ces derniers temps dans les valeurs des actions et même du Bitcoin du dollar, etc., devront certainement pivoter vers des valeurs plutôt refuge si jamais l'inflation monte. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et finalement quelque chose dans laquelle on n'aura pas la réponse avant plusieurs mois. Donc c'est plutôt des estimations. Le Trump trade qui a été assez fort depuis le début de l'élection est en train de se calmer à cause de l'impact des tarifs et le potentiel inflationniste que ça comprendrait. Très bien. Très Et bien. alors, pour passer à la... Et Adrien, juste avant de te passer la parole pour l'aspect fiscal, hein, un petit rappel, n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions dans le chat et à la fin de la présentation, bien sûr, nous garderons une dizaine de minutes, hein, voilà, si vous voulez poser des questions en direct. Alors Adrien, désolé de t'avoir coupé la parole. Non, pas de souci. Euh, Effectivement, hein, maintenant, pour parler un peu plus de la partie fiscale, je sais que sur notre réunion pré-élection, on avait beaucoup parlé de cet aspect, du fait que ce soit l'un ou l'autre président élu, ben, finalement, en fonction de la dette, on serait peut-être obligé de voir une augmentation de la fiscalité. Quelle est votre vision sur le programme fiscal à venir? Comment est-ce que vous voyez les choses? Peut-être Olivier. Alors déjà, il faut savoir que Trump a fait énormément de promesses hein, au niveau de fiscalement parlant. Il a fait des promesses très très ambitieuses. Rien que déjà, Sébastien l'a évoqué tout à l'heure, rien que déjà de renouveler ce qu'on appelle les tax cuts, parce que beaucoup de gens oublie, c'est que en fait, nous sommes encore dans des tax cuts qui datent depuis 2017. Hein. En 2017, les impôts avaient baissé de façon assez considérable et c'était des baisses temporaires hein, qui avaient essayé d'être remises en cause sous l'administration Trump, mais faute de majorité, comme l'évoquait Sébastien tout à l'heure, ce n'est jamais passé. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, le but hein, de l'administration Trump, c'est de renouveler ces tax cuts. Alors on parle de tax cuts, c'est plutôt les conserver en fait. Hein. Et donc ça coûterait 4 000 milliards comme l'a évoqué Sébastien, qui est quand même un montant colossal.
Mais en plus de cela, les vraies finalement promesses fiscales et électorales qu'a effectué le président Trump sont, elles, de 6 000 milliards de supplémentaires. Donc on parle en fait de 10 trillions hein, quand on parle du côté américain. Donc ce serait 4 trillions pour renouveler ces tax cuts et 6 trillions supplémentaires. Donc notamment dans les mesures phares qui ont été soutenues par Trump, par le président Trump. La première, c'est justement dans le cadre, le but de Trump, c'est d'augmenter les droits de douane pour faire plus produire aux États-Unis. Ce qui est certain, c'est que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Donc, comme l'a dit Sébastien à juste titre, la grosse crainte, hein, c'est la crainte de l'inflationniste au niveau de la mise en place de ces tarifs douaniers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle au minimum de 10% pour tous les produits importés, voire 20%, et jusqu'à 60% pour les produits chinois, sachant que bien évidemment, ceux qui sont le plus pénalisés dans ce genre de choses, c'est le consommateur modeste qui, en théorie, dépense le plus. Hein. Donc ça, c'est une des façons de réduire un petit peu, de financer ces tax cuts. Donc les mesures phares, c'est de dire, pour soutenir la production aux États-Unis, ce serait de réduire l'impôt sur les sociétés qui est aujourd'hui de 21%, qui était déjà réduit de l'impôt auparavant, puisqu'auparavant, on était sur des taux qui étaient supérieurs encore à 21%. Ce serait de réduire à 15% à partir du moment où il y a une production qui est locale. Donc, les sociétés américaines qui produiseraient sur le sol américain verraient leur impôt diminuer de 21 à 15%. Donc là, on se retrouve dans des problématiques également internationales, hein, puisque là, on se retrouve dans du vrai dumping fiscal par rapport aux autres pays dans le monde, alors qu'il y avait eu des accords qui avaient été passés. Donc là, on redeviendrait vraiment un sacré avantage également de ce côté-là. Tout ça, ça coûterait là 1,5 trillion supplémentaire. Donc ça, il faut être assez prudent également. Donc il y aurait le renouvellement de tous ces avantages. Dans les renouvellements phares promis par le président Trump, notamment, on a la suppression de l'impôt sur ce qu'on appelle la Social Security, hein, la retraite publique américaine. Hein, il faut savoir que quand même en 2032, normalement, il faudrait, dans l'état actuel des choses, couper 30%, faire diminuer de 30% les retraites américaines publiques pour pouvoir financer le déficit de la Social Security. Là, on parle en plus de supprimer l'impôt sur ces retraites. Donc ça, c'est pareil, ça coûterait au moins 1 trillion. Et d'autres mesures assez phares également. Une des mesures, ce serait de supprimer l'impôt sur le revenu sur toutes les heures supplémentaires effectuées. Donc ça, c'est une mesure qu'on entend beaucoup et qui est encore d'actualité pour le moment. On en parle aussi également beaucoup. Parmi les autres mesures également qui avaient été faites pour attirer un petit peu les électeurs, c'était aussi de supprimer l'impôt sur le revenu pour ce qu'on appelle les tips, hein, attirer les serveurs dans la restauration. Parce qu'il faut savoir que la restauration est un lobby très puissant aux États-Unis. Et justement, pour dynamiser et pouvoir encourager, parce qu'il y a un gros problème de personnel également dans ce domaine-là aujourd'hui, c'est de supprimer en fait les taxes sur les tips, hein, sur les pourboires. Donc ça ferait partie des éléments. Tout le reste resterait, je dirais, en vigueur au niveau de l'administration fiscale Trump. Alors, certains vont même au-delà de dire, on parle même d'augmenter encore de façon plus importante les tarifs, voire de supprimer l'impôt sur le revenu. J'y crois pas. C'est impossible. Il faudrait augmenter de façon tellement considérable l'impôt. Ce serait quand même très compliqué. D'autres également évoquent l'hypothèse de rebaisser l'imposition sur les plus-values pour la tranche marginale de 20% à la faire retomber à 15% pour redynamiser les marchés. Et enfin, les marchés et l'investissement. Et enfin, une mesure phare qui, à mon sens, aura un impact positif sur l'économie. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, au niveau des sociétés, on était relimité dans les investissements, c'est-à-dire qu'une société qui investissait dans de l'équipement, fiscalement, ne pouvait plus déprécier que de 60% la première année. Là, l'administration de Trump reviendrait sur ce qui était prévu avant, c'est-à-dire 100% de déduction pour justement redynamiser l'investissement, et ce qui serait le cas aussi de la R&D, hein, la recherche et le développement, qui aujourd'hui, on repermettrait de la déduire à 100% l'année de dépenses, qui peut avoir aussi un impact important. Autre promesse électorale qui, là, peut avoir un impact également géographique, sous l'administration de Trump, on avait également supprimé la déduction, enfin capé la déduction fiscale pour les state income tax notamment. C'est-à-dire qu'un New-Yorkais qui paye un impôt sur le revenu ne pouvait déduire que l'équivalent de 10 000 dollars de son impôt, de ses revenus, pardon, les impôts qu'il avait payés dans les states. Le président Trump a promis dans le cours de sa campagne de supprimer, de revenir en arrière en fait sur ce que lui avait mis en place et de ne remettre plus de limites.
Mais la problématique, c'est que là aussi, c'est rien que cet impact-là générait plus d'1 trillion, enfin 1 000 milliards de financement. Alors, ce qui se dit aujourd'hui dans le Congrès, quand les républicains et les sénateurs en discutent, ce serait plutôt d'augmenter, parce que ça coûterait trop cher et j'y crois pas non plus, malheureusement, je pense pas on va le voir, ce serait de passer de 10 000 $ réduction fiscale à 20 000. Pourquoi? Parce qu'en fait, on la justifierait sur le fait que les property tax ont considérablement augmenté aussi également. Donc, on ajusterait avec l'inflation en plus ces 10 000 $. Donc, on passerait plutôt à 20 000 $, qui serait un compromis, je dirais, pour certains, même si c'est toujours un vrai handicap fiscal pour les États. Mais si vraiment cette fameuse qu'on appelle la sole deduction était amenée à être supprimée, on pourrait revoir peut-être des mouvements géographiques au niveau des États, parce que c'était une des raisons pour lesquelles on a vu une migration importante au niveau géographique dans les États. Donc ça aussi, question mark, qu'est-ce qui va se passer dans ce domaine-là? Et enfin, en termes d'impôts sur les successions et donations, là, il a été de toute façon clairement défini que la taxe, l'exonération qui aujourd'hui, qui sera de 13 990 en 2025, qui devrait expirer au 31 décembre 2025, serait renouvelée par le Congrès. Je pense que là, on aura un consensus, à mon avis, il n'y aura pas de problème, et se renouvellerait. Donc, on continuerait à avoir des abattements assez conséquents en termes successoral et de donation, ce qui là aussi dynamiserait un certain nombre de choses. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose également, Sébastien, sur ce sujet-là. Euh, oui, donc pour revenir aux 4 000 milliards d'extension des taxes, ça pose énormément de soucis par rapport au déficit du budget, mais j'écoutais encore ce matin un spécialiste ici à BNY Wealth dans la politique et au niveau fiscal aussi, et qui a travaillé longuement au gouvernement américain et disait que ils pensent qu'ils vont settle, donc ils vont être d'accord à peu près 1 milliard pardon, 1 000 milliards, 1 trilliard sur 10 ans. Donc, il ne pense pas que le déficit budgétaire va se creuser autant que les craintes actuelles. Donc, voilà, c'était juste, c'est pas du blanc ou noir, hein, c'est une négociation comme d'habitude et ça va venir à peu près à ce niveau-là. Et en termes de probabilité d'implémentation, est-ce que faut s'attendre à ce que la plupart de ces mesures soient implémentées? Est-ce que simplement une partie, par rapport à justement cette conversation envers la dette américaine qui est croissante, comment est-ce que vous voyez la chose? Moi, personnellement, je pense qu'il va y avoir des négociations, bien évidemment, auprès du Congrès, parce qu'il faut quand même avoir un consensus de ce côté-là. Mhm. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au niveau de ce qu'on appelle des tarifs, hein, des droits de douane, c'est ce qui est assez incroyable d'ailleurs aux États-Unis, c'est du ressort uniquement du président. Donc, c'est-à-dire que si Trump décide d'augmenter les tarifs, il n'a pas besoin de passer par le Congrès, c'est une de ses prérogatives qu'il a. Donc, ça, là-dessus, s'il a décidé de le faire, bien sûr, il faudra voir après ses conseillers à l'intérieur de son parti, mais ça, c'est quelque chose qu'il fera, à mon avis. En revanche, et donc ça, on estime à peu près à 3 000 milliards de revenus supplémentaires pour justement baisser cet éventuel accroissement de déficit. Mais comme l'a dit Sébastien, il y a plusieurs données qui sont assez quand même intéressantes à savoir. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'alarmisme. Mais est-ce que finalement, ces tax cuts, quel va être le vrai impact sur l'économie? Certains disent qu'il sera finalement plus positif que négatif. Donc, on verrait effectivement le déficit baisser, ne pas être aussi important que cela. En revanche, il est sûr que je ne pense pas qu'il y aura ces fameux 10 000 milliards de taxes savings mises en place, de déficits supplémentaires. Il va y avoir des négociations qui seront mises en place. Et là, les États et chacun va essayer de négocier sa propre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de successoral, ça, c'est sûr que ça va être renouvelé, parce que je pense qu'il n'y aura pas de débat et c'est quelque chose de toute façon même sous l'administration Biden, qui était important pour beaucoup de gens de conserver. Donc ça, on n'aura pas pour sûr de changement. Ce qui va être effectué, ça va être là un changement, c'est que vous savez l'administration Biden a mis en place ce qu'on appelle Inflation Reduction Act, qui a coûté quand même plus de 1 trilliard. Aujourd'hui, une majeure partie, qu'on estime à peu près à 900 milliards, n'a pas été encore dépensée par le gouvernement fédéral. Donc, ce qui se dit également, c'est qu'ils vont essayer d'économiser aussi dans cette partie-là, c'est-à-dire d'arrêter en fait la plupart des taxes crédits qui ont été données dans le cadre des énergies renouvelables et justement pour les rediriger vers ces tax cuts. Donc, on va certainement avoir aussi une bataille budgétaire dans ce domaine-là pour voir qu'est-ce qui va être sauvé ou pas. Mais je pense que les tax cuts, c'est certain que ça sera renouvelé.
Le reste, ça va être compliqué. Je pense que le 15% de corporate tax sera mis en place parce que ça va être dans une stratégie d'augmenter les barrières douanières pour faire venir justement réindustrialiser les compagnies aux États-Unis. Donc, je pense que ça sera mis en place en termes de société. Sur le reste, au niveau de la social security, j'y crois pas, de supprimer l'imposition. Et au niveau des tips également, ça me paraîtra quand même assez difficile. Ouais, c'est ce que je pense. Je ne sais pas quel est ton avis, Sébastien. Le même que le tien. Ok. Parfait, bah, du coup, c'est dès que je te rends la parole pour l'aspect marché financier, hein. Très bien, absolument. Merci, merci Adri. Donc, euh, voilà, peut-être je vais me tourner vers Sébastien. Qu'est-ce que l'on a observé depuis les élections en termes de voilà, comportement des marchés boursiers? Et puis également, j'aimerais que tu offres la perspective de BNY Mellon et l'analyse sur ce qui va se passer dans les années à venir, peut-être l'impact sur le S&P, le crypto, les valeurs comme l'or. Oui. Alors, tout d'abord, les grands gagnants depuis le début du mois, tout le secteur technologique a augmenté énormément. T'as pas une surprise, hein. Les banques, le secteur financier aussi a augmenté, je dirais au moins de 5 à 10%. Le secteur des énergies a bien augmenté, sauf pour les énergies renouvelables, surtout solaires, parce qu'elles vont perdre des subventions. Euh, le dollar aussi s'est renforcé. Je crois que l'euro était à 1,05. Euh, le Bitcoin énormément parce que euh, enfin le président élu est très très fan des nouvelles technologies du Bitcoin. Il a même parlé de faire une espèce de devise de réserve avec du Bitcoin, avec tous les Bitcoins supprimés. Qui sont dans le trésor américain. Donc, le Bitcoin, je crois, est en train d'arriver à 100 000. Donc ça, c'est un petit peu les gagnants. Les perdants sont plutôt les investisseurs sur des obligations à long terme, donc sur du 10 ans et plus. On a vu le 10 ans monter pratiquement de 80 points depuis l'élection de Trump, encore une fois basé sur ce dont on a parlé, l'augmentation des tarifs, le déficit budgétaire. Donc, c'est ce que disait Olivier. Est-ce que c'est un peu trop alarmiste? Moi, personnellement, je le pense. Mais c'est vrai que si on va sur de la forte croissance, ça ferait que la courbe des obligations redeviendrait un petit peu normale. Pour l'instant, elle est plate, elle était inversée, maintenant elle est assez plate. Donc, c'est aussi possible que les taux montent à long terme. Donc voilà, on est en ce moment un peu dans une phase de consolidation de ce Trump trade qui a bien fonctionné ces 3 dernières semaines. Beaucoup de regards sur l'impact des tarifs et voilà, quoi, les arbres ne montent pas au ciel non plus. Donc une phase de consolidation est une bonne chose. Voilà. Je voulais aussi préciser que le prochain trimestre 2025, il va y avoir quelque chose de très intéressant qui est à peu près, en fait, l'État américain ne va pas émettre d'obligations américaines pendant le premier trimestre et il va utiliser pour se financer à peu près 700 milliards du Treasury General Account. Donc, je ne sais pas comment on traduit ça, le compte, voilà, du Trésor général. Et il va donc, ça va permettre au fait au taux de rebaisser parce qu'il y aura évidemment plus d'offres. Et ça va aussi permettre au dollar de baisser. Donc je sais que pas mal de personnes qui sont sur cet appel sont sensibles au taux dollar US et on le voit baisser. Je pense qu'il va baisser à court terme, mais il y a une espèce de porte intéressante et unique le prochain trimestre qu'il faut regarder. Et ça va aussi faire donc baisser un peu le Trump trade aussi. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si Olivier, tu as des choses particulières à mentionner sur cet aspect. Non, 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 c'est parfait. Très bien. Pour, Donc on va pour le passer. point de vue Juste une petite précision pour le point de vue S&P, parce que là, j'ai plutôt parlé de ce qui s'est passé depuis l'élection.
Mais le positionnement de BNY au niveau du S&P est très haussier. Pourquoi? Parce que de un, on a une forte croissance économique. On n'a pas eu le, le hard landing comme tout le monde espérait. Donc, on a eu un atterrissage en douceur, hein. On est pratiquement à 3% de croissance nette après inflation, sachant que l'Europe doit être à peu près à 1%. Donc ça, c'est énorme. Ensuite, la Fed qui démarre une politique de baisse des taux, c'est, 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 euh, c'est un- ça aide énormément aussi le marché. Et ensuite, le fait que les marges des sociétés augmentent très rapidement grâce à des nouvelles technologies. Ça, c'est le troisième point. Donc, ces trois points ensemble font que on attend que les bénéfices des sociétés continuent à augmenter. Ce matin, on a eu encore Nvidia qui, malgré les grandes attentes, n'a pas vraiment déçu. Donc, ça devrait continuer. Maintenant, sur les taux, sur les taux à long terme, c'est beaucoup plus difficile de se positionner. Ça va être beaucoup plus volatile que ça. C'est pas, c'est trop difficile à se positionner là-dessus. Très bien, parfait. Adrien, je te passe la parole. Oui, très bien. Aujourd'hui, on a parlé fiscalité, on a parlé économie. Maintenant, si on parle, je dirais plus patrimoine, on se passe du côté des investisseurs. Euh, Comment se positionner, je dirais, face aux 4 années à venir? Quelles sont les choses sur lesquelles il va falloir faire attention? Et voilà, comment anticiper ça, en fait. Sébastien, peut-être Olivier. Sébastien, je compléterai. D'un point de vue fiscal, d'un point de vue placement financier? Ou financier, je Ouais, dirais d'un peut-être. point de vue placement financier, oui. Ouais, ben oui. D'un point de vue placement financier, je pense que être en cash est une erreur, hein. C'est la position de la banque aussi. En ce moment, il y a une énorme opportunité dans les municipal bonds américains. Grâce à cette montée des taux, on peut on peut faire un portefeuille de municipal bonds, donc d'obligations municipales, donc qui, je vous rappelle, ne sont pas taxées à peu près 3,6%. Donc, en équivalence de taxes, on est presque proche du 6%. Avec la baisse des taux de la Fed, c'est quand même bien de se positionner comme ça. En général, ces obligations bénéficient énormément quand la Fed baisse les taux. Et on a l'opportunité, grâce aux peurs inflationnistes, d'entrer à des hauts niveaux de rendement, comme j'exprimais tout à l'heure. Donc oui, il y a une opportunité là. L'inflation, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment ce qui va déterminer la meilleure répartition dans un portefeuille. Parce que si on remonte vers de l'inflation extrême, il faut se mettre dans des valeurs refuges. Et puis si finalement ce sont que des peurs inflationnistes qui se révèlent pas, il faut vraiment se positionner encore dans le S&P, dans le secteur technologique, bancaire, énergie. Donc, là où toutes les dérégulations de l'administration Trump vont se mettre. Euh, donc, au niveau de l'or, je pense que l'or va continuer à monter parce que euh, le gouvernement américain va avoir du mal à, à réduire sa dette. On est plutôt dans une, dans un, dans une phase où je pense que les dettes vont encore augmenter, hein. Le coût de service de la dette américaine est supérieur au budget militaire maintenant. Donc on est pratiquement à 1000 milliards annuels. Donc on est vraiment dans une dynamique difficile à gérer ça. Donc je pense que ça sera important de se positionner comme ça. Le dollar, lui, va continuer, à mon avis, à se renchérir, sauf pour le premier trimestre de l'année prochaine, pour les raisons que j'ai évoquées. Donc c'est important de se positionner, à mon avis, sur le dollar à long terme, hein. L'Europe, malheureusement, est un peu
après cette élection, il y a un petit peu deux choix en fait, hein, soit de se repositionner économiquement, ou soit de décliner plus rapidement. Donc ça va avoir une importance très importante sur le dollar aussi. Euh, le secteur énergie, à mon avis, est très intéressant. Comme j'évoquais tout à l'heure, je pense qu'il y a une révolution énergétique aux États-Unis. Donc, avec la demande d'énergie qui croît, il y a des belles opérations à faire. Euh, Au niveau du secteur financier, encore une fois, ce secteur a bien augmenté depuis le début de l'élection et devrait continuer à bien fonctionner. Donc, oui, il y a pas mal de choses à faire. Et moi, je compléterai par rapport à mon domaine justement, compte tenu de ce qu'on voit dans les performances des marchés financiers des dernières années, des performances du marché immobilier, du fait que c'est vrai qu'il y a une incertitude aussi du côté de l'inflation et du fait que la croissance, normalement, compte tenu de la politique économique qui sera en place et politique fiscale, la croissance devrait continuer à être soutenue. Il faut quand même bien penser également à toujours travailler sur sa stratégie patrimoniale de transmission, parce qu'on a souvent tendance à dire, et puis beaucoup de gens disent maintenant, je suis tranquille, parce que finalement, les abattements de 14 millions vont être renouvelés, donc on a la marge, on peut attendre. Il ne faut pas oublier quand même que les performances continuent à croître de façon assez importante, de façon même plus importante que l'inflation en tant que telle. Donc, le patrimoine moyen des gens qui ont un certain patrimoine aux États-Unis, hein, ce qu'on appelle les high net worth, grandit de façon considérable. Donc, il faut continuer toujours à transmettre et penser à transmettre dès qu'on peut, hein, en utilisant des véhicules juridiques, bien évidemment, notamment utiliser les trusts. Alors après, il faut voir aussi en termes de stratégie s'il y a une volonté un jour ou pas de retourner en France, mais il faut utiliser des véhicules de transmission parce qu'on a quand même une accélération ces dernières années considérable du patrimoine des gens. Et bien évidemment, plus on transmet tôt, plus ce patrimoine est transmis à une valeur plus faible qu'elle le sera dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, imaginons que les marchés continuent à performer, que l'immobilier ou autre continue à bien grandir. Il vaut mieux transmettre le plus tôt possible, de façon intelligente. Et donc, je dirais pour les 4 prochaines années, il faut mettre en place des stratégies de transmission également, les poursuivre et encore même l'accélérer, parce qu'on va, comme l'a évoqué Sébastien, quand même sur des indicateurs qui sont quand même de façon positive et qui vont commencer, les gens vont avoir un patrimoine qui devrait continuer à grandir. Donc, il faut toujours utiliser les stratégies patrimoniales, ne pas attendre en se disant j'ai le temps, je suis jeune, je peux le faire plus tard. Regardez les indicateurs des dernières années, ils sont assez considérables et il vaut mieux le transmettre à une valeur qui est plus faible, parce que si on le transmet, les années passent et les années s'accélèrent et son patrimoine grandit. Très bien, merci Tout à Olivier. fait. D'autres d'autres points, alors, d'autres points concernant le positionnement, les ajustements stratégiques des investisseurs avant qu'on passe à la conclusion. Euh, je dirais pour tout ce qui est positionnement equities, euh, donc stock, soit l'investisseur décide lui-même de se positionner, de surpondérer dans des secteurs à forte croissance comme la technologie, je pense secteur bancaire, secteur énergie, dont on a parlé, pour avoir essayé d'avoir une surperformance au niveau du S&P. Soit, moi, ce que je préconise pour mes plus gros clients, c'est de se positionner sur le S&P avec une optimisation fiscale derrière. Pas une optimisation fiscale de dernière minute au mois de novembre, mais par contre une optimisation fiscale dès le début de l'année en essayant de trouver des pertes à court terme tout en suivant à long terme le S&P. Donc ça permet de battre le S&P d'une manière après taxe. Donc, c'est personnellement ce que je préconise. Donc, c'est du passif, en fait, avec un tax overlay dessus, un avantage fiscal au-dessus. Ensuite, pour tout ce qui est bonds, c'est beaucoup plus facile de battre l'index des bonds en tant qu'actif, des gérants actifs. Il y a très peu de gérants actifs. La plupart des gérants se positionnent au niveau des benchmarks et donc, je pense que c'est important si vous avez des portefeuilles, de regarder vraiment s'ils sont activement gérés et non pas avoir juste des positions statiques, que ça s'appelle des ladder portfolios. C'est en général, ce que je vois dans le portefeuille des clients qui viennent ici. Donc, ça, c'est un autre point. Et ensuite, dès qu'on a déterminé
euh, son budget personnel et qu'on a euh, l'option de prendre des risques, là, se positionner sur du private equity qui, en moyenne, a performé 500 points, donc 5% annuel au-dessus du S&P 500. Donc, là, évidemment, on parle de d'illiquidité, parfois sur 5 ans, sur 10 ans, et, de K1 qu'on reçoit au dernier moment. Enfin, c'est tout un système différent, mais à long terme, en tant que maximisation de richesse, voilà, il y aurait pas mieux. Ensuite, il y a des placements pour ceux qui ont des événements de liquidité qui permettent de réduire un peu l'impact s'ils n'ont pas fait leur planification avec Olivier, bien sûr, avant. S'ils arrivent sans planification, il y a quelques méthodes avec des opportunity zones et d'autres systèmes de dépréciation qui sont aussi intéressants à considérer. Voilà. Très bien, merci Sébastien. Alors, voilà, hein, je pense pour conclure, une petite question subsidiaire, hein, si on pouvait se pencher sur les répercussions long terme des élections concernant voilà, l'instabilité actuelle, les incertitudes mondiales concernant la validité du modèle américain, son attractivité, sa primauté dans le système et également la primauté du dollar, hein. Bon, on a commencé de parler également des taux d'échange. Voilà, si vous aviez quelques mots par rapport à ça. De mon côté, comme l'évoquait tout à l'heure Sébastien, hein, la devise, ça va être important de la suivre au cours des prochains mois, mais c'est effectivement, il faut bien prendre en considération, à la réception, comme on a parlé Sébastien du premier trimestre 2025, il faut bien commencer à regarder à se positionner parce que le dollar va pas aller en baissant. Et je pense qu'il y a un consensus chez beaucoup de personnes, hein, compte tenu de la politique justement tarifaire qui serait mise en place et de politique fiscale, ça va tendre en théorie vers un accroissement un renforcement du dollar. Donc là aussi, il faudra bien regarder en fonction de ces stratégies parce que quand on a des investissements un peu partout, il faut regarder. En revanche, il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a, certes, il y a de l'instabilité, enfin, il y a l'incertitude, hein, je dirais, il n'y a pas de l'instabilité, il y a de l'incertitude. Il faut savoir que le marché américain est quand même un marché toujours stable de façon générale, peu importe les politiques qu'il y a eu, on les a connues les dernières années avec différents présidents. Il y a quand même toujours une activité économique qui reste stable. Quand on regarde en Europe, c'est l'activité économique est beaucoup plus instable. En plus, il y a une guerre actuellement en Europe, donc on verra ce qui se passera. Mais il est évident que beaucoup de gens réfléchissent souvent en se disant je veux répartir mon patrimoine entre la France ou l'Europe et les États-Unis. Il faut quand même être assez prudent dans sa vision à terme et dans sa vision de l'économie. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, l'économie américaine a jamais été aussi forte, hein. On a vu, il y a eu beaucoup d'inflation, mais un taux de croissance, et comme l'a évoqué Sébastien, à Antoinette, on est sur des taux soutenus à 3% après justement l'inflation, ce qui n'est pas le cas en Europe, on est sur un 1%. On voit qu'en Europe, on se dirige en ce moment vers une période de licenciement, il y a beaucoup de problématiques économiques. Donc là aussi, il faut quand même bien considérer ces problématiques-là si on a des investissements en Europe, que ce soit financiers ou autres. Penser à beaucoup de gens, il est vrai, sont un peu inquiets en ce moment du côté américain, mais il faut regarder aussi ce qui se passe en Europe. Et il est vrai qu'il faut regarder aussi le passé. Et on a quand même, là je ne parle pas de politique, hein, je parle d'économie. Il est vrai qu'en termes d'économie, l'un des endroits les plus sécurisés au monde aujourd'hui en termes d'économie, ça reste le marché américain, avec énormément d'opportunités en face. Donc là aussi, il faut quand même bien se positionner en ce moment pour regarder ce qui va se passer. Parce que beaucoup de gens, finalement, ne font rien et ne bougent pas, et on voit après ce qui se passe. Et on le voit qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat américain a jamais été aussi grand par rapport au pouvoir d'achat européen. Il faut savoir que les touristes aujourd'hui qui viennent d'Europe, il y en a de moins en moins aux États-Unis puisque le coût de la vie est beaucoup plus cher pour un Européen qu'auparavant. Et là, on risque d'avoir, et Sébastien l'a bien dit, il va falloir faire un choix à un moment donné aussi pour l'Europe, parce qu'aujourd'hui, il y a un fossé qui est en train de se croiser de façon considérable, économiquement parlant, entre l'Europe et les États-Unis. Et là aussi, il va falloir bien suivre cela, à mon sens, et bien être prudent aussi de ce côté-là. Sébastien, je pense que tu as... Oui, absolument d'accord. Cédric, pour revenir à ta question sur les incertitudes globales concernant la volatilité, la validité, je crois que tu as dit, du modèle américain. Je crois que le modèle américain, comme on dit, the proof is in the pudding, quoi. Je veux dire, on est à 3% de croissance, 3 fois plus qu'en Europe. Euh, tous les grands acteurs technologiques se retrouvent sur ce territoire. Donc, il y a vraiment un modèle qui fonctionne.
qui n'est pas complètement validé en Europe avec une vision différente, mais son attractivité est là, les preuves sont là. Euh, il fait, euh, il fait part de beaucoup de critiques, mais voilà, les trois points un peu de faiblesse du modèle en ce moment, c'est un peu la taille de la dette américaine qui devient absolument incroyable. On peut dire non, t'inquiète pas, regarde le Japon, il a une taille largement plus élevée depuis des années et tout va bien. Donc, ils ont une devise euh, clé, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, quand même, je pense que maintenant que, comme je disais tout à l'heure, le financement de la dette est supérieur au budget militaire, je pense que ça peut jouer des tours, donc ça c'est quelque chose que il n'y a pas que moi, hein. Je pense que tous les analystes ont un souci là-dessus et comme ils disent aux États-Unis, c'est kick the can down the road, qui veut dire on reporte le problème à demain et ça c'est un problème il va falloir payer au bout d'un moment. Deuxième truc, c'est les tarifs. Encore une fois, je pense que l'histoire nous a montré une guerre des tarifs, un protectionnisme n'est pas le mieux pour la croissance mondiale. Donc ça, c'est un souci. Maintenant, Trump pense que le reste du monde a trop bénéficié des États-Unis en tant qu'acheteur du dernier moment, etc. Donc il veut remettre les pendules à l'heure, pour reprendre son expression. Moi, je trouve ça assez dangereux. Je pense qu'il y aura des élans de protectionnisme à travers le monde et notamment en France. Et puis au niveau géopolitique, il y a quand même un jeu géopolitique assez compliqué en ce moment et il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Donc, est-ce que maintenant que les États-Unis ne veulent plus devenir policier du monde, est-ce que ça va créer plus de soucis? Ça, c'est voilà, vraiment les trois points qui sont l'avenir nous le dira, mais c'est un peu les faiblesses du modèle en ce moment. Très bien, un grand merci. Alors voilà, juste pour conclure, hein, je pense on a quelques questions dans le chat. Sébastien, je me retourne vers toi. À part les obligations municipales, et ça c'est une question de la part de Laurent, quel type d'obligations serait-il judicieux d'implémenter? Bah, il y a les obligations du Trésor qui sont évidemment taxables en ordinary income, donc à un taux plus élevé. Euh, Celles-ci euh, sont difficiles à jouer parce que si on veut avoir des rendements à court terme, tout le monde était adoré les 5% qu'on pouvait avoir, ou même presque les 6% qu'on pouvait avoir à court terme. Donc beaucoup d'investisseurs se sont émus et se sont détendus dans cet espace où maintenant on va plus vers du 3% à un an ou un an et demi. Donc à court terme, après taxe, c'est beaucoup moins attirant qu'avant. Et quand on se positionne à long terme, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de volatilité. Et donc, si on veut une retraite, disons, si on veut 4,5 ou je crois 4,6% à 10 ans, c'est possible, mais c'est possible aussi que le taux monte à 5% et que pendant un moment, vous voyez du rouge assez sévère dans votre portefeuille. Donc, si on se positionne là-dessus à long terme et qu'on veut récolter 4,6%, c'est peut-être un moment historique où on va voir ça. Pourquoi je dis historique? Parce que les 20 dernières années, les taux à 10 ans étaient plutôt vers les 2%, donc à la moitié. Donc on peut imaginer que c'est un moment historique pour se positionner là-dessus, où on peut imaginer qu'il va y avoir de l'inflation et qu'on on regrettera cette décision d'ici un an ou deux. Donc c'est assez difficile de se positionner là-dessus. Euh, Tout dépend des besoins de la personne qui le demande. Très bien, parfait. Alors j'ai une deuxième question de la part d'Hélène qui nous demande, voilà, est-ce que vous anticipez un impact des élections sur le marché de l'immobilier aux États-Unis? Alors, le taux, il faut savoir que 75% des ménages américains ne sont pas assujettis à l'augmentation des taux qu'il y a eu en 2022, hein. On rappelle que les taux 2022
d'emprunt bancaire était à 3% au début de l'année et on finit, je crois, à 8%, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça, si les Américains n'étaient pas déjà, euh, je dirais, coincés positivement dans des taux à 3%, 3,5%, ça aurait créé une véritable récession économique. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle les taux d'intérêt, l'augmentation de 5% des taux d'intérêt en 2022, qui est complètement historique, on n'avait jamais monté aussi fort et aussi rapidement les taux, n'ont pas créé de récession finalement. Pour répondre plus précisément à la question, le taux à 10 ans, si ça continue à monter à 5%, le taux de 10 ans, le taux de l'empruntement bancaire est basé sur ce taux-là. Et c'est pas, ça va pas être exceptionnel pour le marché de l'immobilier. Donc, pour l'instant, non, le marché de l'immobilier n'a pas bénéficié de l'augmentation des autres marchés financiers. Olivier, des commentaires par rapport à ceci? Non, c'est vrai, comme l'a dit également Sébastien, hein, le marché de l'immobilier, même si les taux d'intérêt étaient élevés, finalement, n'a pas été impacté par cette hausse de taux assez importante. Donc, est-ce que dans le cas de la baisse des taux, si on a enfin, s'il il est poursuivi, est-ce que le marché immobilier va regrimper de façon considérable? C'est pas si évident que cela parce qu'on a quand même une valorisation du marché immobilier qui est quand même assez haute aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est raisonnable de dire que le marché immobilier va prendre 10-20%? Moi, personnellement, j'y crois pas parce qu'il est déjà quand même assez élevé, même si les taux d'intérêt sont élevés encore aujourd'hui. Donc, c'est compliqué de savoir ce qui va se passer dans le domaine de l'immobilier. Mais je vois pas, peut-être à très court terme, l'immobilier remonter un petit peu si les taux baissent de façon significative. Ça aura un impact sur le court terme. Mais il faut savoir que les prix de l'immobilier sont quand même, en règle générale, assez élevés. Alors après, ça dépend, on se place aussi géographiquement parlant, hein, parce que bien évidemment, aux États-Unis, il y a quand même les économies sont très, très locales également dans le domaine de l'immobilier. Mais de façon générale, c'est pas si évident que cela que l'immobilier ait une performance aussi importante, je pense, que les marchés financiers, puisqu'il est déjà assez haut. Je précise que même si l'inflation n'arrive pas et que la Fed peut baisser de 100 points, donc d'1% d'ici un an, le taux directeur à court terme, cela n'affecte pas le prix de l'endettement immobilier. Donc, c'est vraiment le 10 ans, comme je disais tout à l'heure, c'est basé sur le 10 ans. Donc, il faudra être, pour ceux qui cherchent un emprunt, il faudra être opportuniste quand ces taux viendront. Et maintenant, je dirais qu'à BNY, il y a un truc extraordinaire qu'on fait. Je pense pas que les autres banques le font. C'est que quand on prend un emprunt avec la banque de New York et que les taux baissent, on n'a pas besoin de refinancer pour participer, pardon, de la baisse des taux. Ça se réajuste automatiquement sans avoir des frais de dossier ou autre chose. Donc ça, c'est très intéressant. Mm. C'est vrai. Très bien. Eh bien, en tout cas, voilà, je pense qu'on arrive à terme hein, de ce webinaire, de cette table ronde. S'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter directement les intervenants. Également, le webinaire sera en rediffusion par la suite. Alors voilà, j'aimerais remercier hein, bien sûr Sébastien, Olivier, Adrien qui animait la présentation avec moi. Et je repasse peut-être la parole à Romain pour conclure. Oui, merci beaucoup à tous les quatre. C'était absolument passionnant. Et en plus, vraiment à chaud, juste après les résultats de ces élections qui sont assez marquantes. C'était passionnant sur la fiscalité, c'était passionnant sur les marchés, c'était passionnant d'imaginer l'avenir grâce à tout ce que vous avez raconté. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. Et évidemment, vous pourrez retrouver, pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui ont envie de réentendre ce passionnant webinaire, sous la rediffusion sur le Funstrike. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, À Romain. très bientôt, merci. Et Merci. Voilà.